C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors ce n'est plus une montagne qui se dresse devant le gouvernement, mais l'Himalaya. Amoncellement d'amendements de l'opposition à l'Assemblée nationale pour parasiter le débat parlementaire sur les retraites. Des manifs dans la rue, certes en forte baisse, mais plus préoccupant pour l'exécutif, cette moutarde qui monte au nez de beaucoup de députés de la majorité. Le président Emmanuel Macron les a appelés à faire preuve d'humanité concernant le texte sur l'allongement du congé parental après le deuil d'un enfant que pourtant le gouvernement leur avait demandé de ne pas voter. Un immense malaise donc a envahi la Macronie, plus qu'un malaise, mais des doutes. Où va le président qui pourtant obtient des résultats économiques? Où va ce parti, La République En Marche? Est-il un peu en perdition? Qu'est-ce que, au fond, le en même tentisme? Était-ce la bonne recette pour gagner, mais pas pour gouverner? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet de Paris Match. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Laetitia Krupa. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de communication politique. Merci d'être sur ce plateau. Et bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes politologue. Merci de votre présence. Donc, la semaine prochaine, le président va recevoir des députés de La République En Marche qui se sont sentis humiliés, blessés, après leur avoir reproché d'avoir voté contre ce texte, alors que c'était la consigne. Je vous propose d'écouter le président de la République. Le président de la République a à cœur quand il y a des incompréhensions, et manifestement il y a une incompréhension autour de ce terme d'humanité. Le propos du président de la République est évidemment pas de dire que les députés de sa propre majorité ou que les ministres de son propre gouvernement, des ministres qu'il a choisis, étaient des personnes inhumaines et qui ne prenaient pas en compte la vie des gens. Bien au contraire, ce qu'il souhaitait dire, c'était qu'il fallait chercher un chemin d'humanité dans la résolution de cette crise-là et dans la réponse, dans la réparation de l'erreur que nous avions commise. Bon, ce n'est pas le président de la République, mais c'est sa porte-parole, Sibeth Ndiaye. Donc le président ne pense sans doute pas, au fond de lui, bien sûr, que les députés n'ont pas d'humanité. Cependant, en les appelant à en faire preuve, il accrédite l'idée qu'ils n'en ont pas. Jean-Marie ? Oui, et c'est sûr, c'est à nouveau dans l'ordre des maladresses présidentielles, ce genre de... Parce que vous avez raison, d'abord, vous avez raison, c'est quelque chose qui a fonctionné comme un révélateur, au fond. Et ça renvoie au malaise que vous avez évoqué. Malaise qui est d'ailleurs assez classique sous la Ve République, puisque les députés sont toujours partagés entre la position classique du godillot et puis le risque de la fronde. Oui. Et on sait très bien que pour Emmanuel Macron, l'obsession, c'était de ne pas voir naître une fronde. Et de fil en aiguille, le malaise s'installe. Mais par ailleurs, je pense qu'au-delà de cet événement que vous venez de rappeler, et qui a son importance, parce qu'encore une fois, ça a secoué les esprits et les consciences, il y a un vrai problème de ligne politique. Je pense qu'Emmanuel Macron est à un carrefour et que le malaise qui est ressenti par les uns et par les autres renvoie à ce carrefour. Soit on va continuer dans le sillon creusé par le Premier ministre Édouard Philippe, et notamment à travers la réforme des retraites, on va continuer sur un ancrage à droite, avec le fameux H pivot, etc. Et soit on va essayer de contenter la CFDT, je prends toujours l'appui sur la réforme des retraites, et on va essayer de recentrer un petit peu vers la gauche pour réhabiliter ce que vous avez noté tout à l'heure, et ce qui est si difficile à faire en exercice du pouvoir, le en même temps. En même temps qui aujourd'hui n'existe plus ou plus beaucoup. Et donc on ne sait pas où va se faire l'arbitrage et quelle direction va être prise. Et probablement dans l'expression du malaise des députés En Marche, oui, et ce qui sera peut-être discuté autour du président de la République, c'est ça, c'est cette interpellation et ce questionnement. Alors on va faire un tour de table, mais je vous propose d'écouter les critiques qui se sont révélées, puisqu'on vient d'entendre Sibeth Ndiaye défendre dans le fond la position du président. On va écouter les critiques cette fois. Je vous propose de les écouter. Je pensais qu'il y aurait un consensus dans cet hémicycle et ça me stupéfait. On n'est pas dans le monde de l'entreprise, on est dans l'humain. Voilà, on est dans l'humain, cette critique de la politique, c'est-à-dire qu'il y aurait trop de cerveau, pas assez de cœur. Oui, non, si vous voulez, ce sont les critiques faciles de l'opposition qui, évidemment, tapent sur la majorité là où ça fait mal. Il y a aujourd'hui 3 vrais problèmes dans cette majorité, si vous voulez. Premièrement, comme vous le disiez bien, on a une majorité qui a été élue en 2017 au centre-gauche. Les députés
ont plutôt majoritairement une sensibilité de centre-gauche. L'électorat s'est déplacé au centre-droit. Et la politique aujourd'hui qui est menée et qui apparaît la plus porteuse d'un point de vue électoral, notamment en vue des élections intermédiaires où vote beaucoup l'électorat de centre-droit, c'est une politique de centre-droit. Ça crée une vraie dissonance. Ensuite, La République En Marche n'a pas réussi deux choses. Elle n'a pas réussi à construire un parti qui construise une identité politique, qui porte une vraie politique. Elle n'a pas réussi à construire un groupe parlementaire performant qui produit de l'expertise et qui produit une réflexion. Et en même temps, vous avez un problème, entre guillemets, d'amateurisme qui n'est pas au sein des parlementaires pour le coup, mais au sein du gouvernement, parce que l'effet Godillot, il implique, si vous voulez, que les parlementaires croient dans l'expertise qui est développée par le ministre. Et quand le ministre dit « cet amendement, vous ne le votez pas, cette proposition de loi, vous ne la votez pas eh bien les députés disent que ça a été pensé en avant, que les conséquences ont été pensées, et qu'à partir de là, eh bien, ils votent contre, ou ils s'abstiennent, ou ils votent pour. Alors, on entendra Laetitia sur un peu la communication dans tout ça, mais Virginie, certains ont dit, OK, ils ont été loyaux, ils ont voté ce texte, ils ont voté contre ce texte, mais certains ont rétorqué aussi que quand on est député, on peut aussi voter en son âme et conscience. Or, refuser un texte... Alors, c'est vrai que 5 jours ou 12 jours, ça ne change pas la face des choses, parce que quand vous perdez un enfant, c'est votre vie qui est foutue. Mais est-ce que pas le sentiment quand même qu'il y a une forme d'inhumanité, même s'ils ne le sont pas en réalité, parce que personne ne peut être insensible à ce sujet, mais ça a donné en tout cas le sentiment de... Les députés du groupe En Marche, qui sont nombreux et qui, pour la plupart, sont députés pour la première fois depuis 2017, ont été enjoints depuis 2 ans et demi de ne pas parler trop fort, de ne pas parler sans autorisation, de ne pas s'exprimer de façon à contraindre qui que ce soit et quoi que ce soit de la marche de l'exécutif. C'est une majorité un peu écrasée en réalité. Mais volontairement écrasée. Et qui, au début, parce qu'elle était redevable à un seul homme et que tout procédait d'un seul homme, a cru bien faire et qui aujourd'hui aimerait s'émanciper. On ne lui en a pas donné les moyens. Il faut quand même reconnaître que depuis 2 ans et demi, le groupe aurait pu prendre son autonomie, aurait pu se mettre au travail, aurait pu se constituer. On entend finalement toujours la même poignée de députés. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'entend pas et qui ont sûrement des choses à dire, mais il y a un manque de gestion des ressources humaines, peut-être volontaire d'ailleurs. Et quand on a entendu les explications du président du groupe, là franchement on comprenait bien la difficulté pour les députés de s'exprimer, parce que lui-même disait je récuse telle accusation, mais ne disait pas je défends mes députés font un vrai travail. Dans le fond, les députés comme le parti ne se sont pas mis au travail depuis 2 ans et demi parce que probablement on ne leur a pas indiqué la bonne marche à suivre pour se mettre au travail, créer des groupes de travail et créer des groupes d'experts. Laetitia, vous allez nous expliquer comment, dans la communication, d'abord, ça a commencé effectivement avec le président de la République qui fait un communiqué sur effectivement cette humanité qu'il va falloir retrouver. Donc vous dites quoi? Dysfonctionnement collectif, absence d'anticipation, manque de sens politique. On peut pas accuser les députés d'inhumanité, mais en revanche, il y a quelque chose dans le système qui l'est. Qui est inhumain. Oui, parce qu'en Alors fait, c'est le fonctionnement, c'est l'enchevêtrement. C'est le système solaire Macron. Pardon? C'est le système solaire Macron. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Macron et le soleil, et tout tourne autour. Il n'y a pas de corps intermédiaire, même à l'intérieur de son système. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron va aller voir les députés en personne mardi prochain. C'était pas de la faute de Macron. Non, je parle de la communication ensuite, des mots d'Emmanuel Macron. Après, là, c'est un dysfonctionnement politique. S'ils ne se parlent pas et s'ils n'ont pas en leur âme et conscience, et je suis d'accord avec vous, quelles que soient les commandes d'en haut, on peut aussi voter peut-être de façon individuelle sur des textes. Mais ensuite, le mot de Macron et la réaction des députés, ça fait bien sûr une déflagration dans l'opinion publique. Enfin, c'est un dégât qui est très difficile à réparer. C'est pour ça que Sibeth Ndiaye, elle a sorti les rames. Elle fait le tour des plateaux, mais c'est trop tard, en fait. Le symbole est fort, c'est-à-dire que la mort d'un enfant, ça reste dans les esprits. Les mots du président qui tense sa majorité, enfin, sa majorité, c'est sa jambe droite, ça aussi, ça reste dans les esprits. Et après, faire le tour des plateaux, même si on multiplie les médias en expliquant non, Emmanuel Macron n'a pas voulu dire ça, mais alors déjà quand on commence à vouloir expliquer ce qu'on a dit et ce que le public aurait mal compris, c'est déjà un très mauvais signal. Cependant, il y a eu correction. On a connu des gouvernements, Jean-Marie ou Benjamin, ou qui veut, qui s'empêtraient dans des erreurs et qui ne corrigeaient pas, qui continuaient. Là, il y a eu une correction assez vite. Le Premier ministre a, dit-il, pris
sa part de responsabilité, parce qu'il y a une responsabilité collective, mais il dit « je prends ma part ». Il assume, et qu'en quelque sorte, il essaie de défendre Muriel Pénicaud, sur laquelle toutes les attaques ont C'est le genre d'événements, des événements comme ça, il y en a plein au cours d'un mandat. Oui. Et donc, je ne pense pas que ce soit un marqueur. Je pense qu'en effet, c'est de l'ordre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit peut-être. C'est la succession de boulettes voilà, qui fait la grosse boulette. Exactement. À la fin. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a une succession, il y a une conjonction, les choses s'ajoutant les unes aux autres. Mais c'est vrai en même temps que si on regarde la part des responsabilités des uns et des autres, un amendement de cette nature, la vie au Parlement, la vie des groupes, la vie du gouvernement, ça doit être surveillé par Matignon. Oui. Donc et Matignon, là, a manqué quelque chose. Et d'ailleurs, dans l'expression par Édouard Philippe d'une sorte de mea culpa, il y a bien la reconnaissance de cela. Mais je ne pense pas que ce soit un marqueur au sens où, par exemple, si vous voulez trouver du travail, traverser la rue, ça, c'est un marqueur Les gens qui ne sont rien. qui imprime sur encore l'image du président de la République. Le reste, ce genre d'événement, c'est en effet quelque chose qui peut être corrigé. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, ainsi de suite. En revanche, vous l'aviez souligné au point de départ, c'est un révélateur parce que ça a servi de point d'appui à un certain nombre de députés pour marquer leur désarroi. Oui. Et le désarroi, encore une fois, il faut revenir à la discussion politique parce que c'est l'essentiel. C'est ce que vous aviez évoqué au début de votre propos, c'est la viabilité du « en même temps ». Et on voit bien que le « en même temps », ça ne marche pas. C'est en train de s'enliser et qu'on est au cœur de la difficulté pour Emmanuel Macron qui va devoir trancher. Ou bien je continue d'essayer le « en même temps », et donc peut-être Laurent Berger sera satisfait pour un temps ou pour une petite partie, ou bien je bascule du côté de mon électorat d'aujourd'hui. 60% des sympathisants d'En Marche, 60% se situent eux-mêmes à droite aujourd'hui. Et à ce moment-là, je donne un peu plus les clés à Édouard Philippe, qui lui va continuer à creuser son sillon. On est au seuil de cet arbitrage-là, qui là est un arbitrage stratégique. Non, l'arbitrage n'est pas encore fait. Cet arbitrage-là n'est pas encore fait, puisque nous ne connaissons pas encore l'issue de la conférence sur le financement des retraites, qui sera un des points clés. Et de cela dépendra la suite du quinquennat, son positionnement et malaise ou non chez les députés. Vous dire s'il reprend le double des clés dont vous avez souligné tout à l'heure qu'ils étaient eux-mêmes d'une sensibilité qui est réfractaire à l'abandon du « en même temps ». Ils sont d'une autre époque du macronisme, si vous voulez. Ils sont de l'époque 2017 du macronisme. Il faut bien voir que la politique, c'est des espaces politiques. La politique, c'est de la physique. La politique, c'est lorsque vous avez un espace politique, il faut l'occuper. Quel est l'espace politique qu'occupe Emmanuel Macron en 2017 ? C'est un espace de centre-gauche qui mord sur le centre-droit. Quel est l'espace aujourd'hui qu'occupe Emmanuel Macron ? C'est un espace de centre-droit qui mord un peu sur le centre-gauche. Une grande partie de l'électorat de centre-gauche est partie, notamment chez Europe Écologie Les Verts. Et on voit très bien que cet électorat... Mais la droite, pendant les européennes, est revenue dans le jeu. Alors j'y reviens sur la droite. Cet électorat, on voit qu'aujourd'hui, il est très réfractaire au macronisme et qu'il aura probablement du mal à revenir dans ce giron-là. Pourquoi, d'après vous ? Alors, il y a plusieurs raisons, si vous voulez, qui ont marqué cet électorat. Il y a notamment la question des libertés publiques, qui pour cet électorat est assez important. Et il y a un problème, en effet, sur les questions migratoires, etc., de valeurs qui a pu jurer avec cet électorat. Et aujourd'hui, aller le récupérer va être très compliqué. Il y a l'électorat de centre-droit. Cet électorat de centre-droit, c'est un peu une poule aux œufs d'or en politique. Il est composé de CSP+, et de retraités. Il vote à toutes les élections. Du point de vue de l'abstention différentielle, c'est extrêmement utile comme électorat. Le problème, c'est que c'est un électorat que compte bien La République En Marche aujourd'hui, mais dont on voit qu'il est également un électorat non fidélisé. Ce qui se passe à Paris actuellement, avec les enquêtes d'opinion, montre que si cet électorat commence à recroire en une victoire de la droite et croit d'une certaine façon que le vote utile n'est plus En Marche, eh bien cet électorat peut revenir à ses premières amours. Donc pour Emmanuel Macron, il faut arriver à garder cet électorat de centre-droit et à lui faire comprendre que le vote utile, il est En Marche, sans trop perdre au centre-gauche, parce que celui qui gagne une présidentielle au second tour, c'est celui qui atteint le second tour. L'électorat de centre-droit n'est pas suffisant à lui seul pour atteindre un second tour. Je voudrais comprendre et savoir... avec vous, qu'est-ce qu'un Emmanuel Macron en délicatesse avec sa majorité, puisque c'est quand même ce qui se passe en ce moment. Il y a eu des claquages de porte parce que certains n'étaient pas d'accord, étaient mécontents de ne pas avoir été investis pour les municipales. Ça grogne, soit parce que les retraites s'est mal passé, enfin X raisons. Comment Emmanuel Macron peut retisser ce lien avec ces députés, ou comme le disait Laetitia, il y a quelque chose qui est marqué au fer rouge?
Je crois qu'Emmanuel Macron doit être capable d'apprendre, au bout de 2 ans et demi de pouvoir, à lâcher prise et à faire confiance et à laisser ses députés travailler, à laisser sa majorité décider et à ne pas vouloir que tout remonte tout le temps à lui. Dans le fond, si les décisions sont si longues à prendre et si parfois les retours sont si longs à venir, c'est parce que tout doit remonter à Emmanuel Macron. Mais ce faisant, il prive de toute latitude tous ceux qui travaillent pour lui et il les gèle d'une certaine façon. Et ce qui s'est passé là avec le deuil pour la mort d'un enfant, à mon avis, n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Il a à voir avec quelque chose qui est les députés ne sont pas autonomes, ne se sentent pas autonomes. Donc ils n'osent pas prendre leurs décisions tout seuls. Je pense que beaucoup ont été sensibles à cet amendement. Et je rappelle que Muriel Pénicaud s'est exprimée en séance pour dire qu'il ne faudrait pas que ces 2 jours reposent sur les entreprises, qui est un raisonnement purement financier, mathématique. Mais que les députés, s'ils avaient confiance en eux, s'ils sentaient qu'on pouvait leur donner réellement leur marge de manœuvre, auraient pu s'exprimer en disant... certains l'ont fait. Oui, certains l'ont fait. Les plus courageux l'ont fait. Mais il n'y a pas de liberté de travail. Alors Benjamin et Laetitia. Et puis il n'y a surtout pas d'instance de contrôle, si vous voulez. Normalement, il y a 4 instances qui contrôlent ça. Matignon, vous l'avez dit, le ministère et les cabinets ministériaux. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu que dans les cabinets ministériaux, vous ayez essentiellement des communicants et pas forcément d'experts. Donc à partir de là, ce type de bourde peut passer. Il y a 2 autres instances au sein du Parlement. La commission, et là on voit que les parlementaires ont mal investi leur fonction d'expertise en commission, et le groupe parlementaire qui est fantomatique. Quand vous n'avez personne qui pour contrôler et pour filtrer les boulettes, eh bien vous assistez à ça. Mais c'est même pas une question d'expérience. Pardon, c'est aussi une question d'expérience politique. Et donc on voit bien que dans ce gouvernement, il y a un manque cruel d'expérience politique, y compris à l'Élysée. Oui, mais vous imaginez que 2 ans et demi après leur arrivée, ils aient été suffisamment formés à la chose politique pour être capables de prendre leurs propres décisions. C'est exactement la même chose. C'est mon domaine d'expertise. Mais Emmanuel Macron décide seul. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas seul décider de tout. Et la communication est mauvaise. Ils sont perdus. Ils ne savent pas faire. La communication, c'est aussi un métier. La communication politique, ça s'appuie sur un savoir politique, sur une histoire. Oui, donc les laisser respirer un peu ces députés, les laisser... Ils ne savent pas faire. Et là, alors, ils ont tapé du poing hier. Le président a demandé à Matignon d'appeler tous les cabinets ministériels pour dire attention aux petites phrases assassines dans la presse. Ça fuite de partout. On apprend que les députés sont des cons. Ces derniers jours, et ça vient du propre camp. Alors, c'est la droite. La droite devrait apprendre à Macron comment faire, parce que la droite est quand même le parti le plus assassin à l'intérieur même du parti, mais il sait maintenir les troupes. Voilà, ils ont quelque chose comme ça, comme une histoire de la communication, que là, il n'y a pas du tout. Donc, en fait, c'est après coup. En fait, à chaque fois, c'est sortie de route. Et après coup, on a une toute petite communication de crise qui permet de reprendre la route. Mais enfin, voilà. Alors, mais là, c'est pour juste un petit peu nuancer ce que disait Laetitia et Virginie, mais en les approuvant. C'est pas Macron tout seul. Macron arbitre de tout et voit tout, on est d'accord. En fait, il y a 4, on en a déjà parlé ici, mais il y a 4 personnes qui dirigent, et 4 seulement, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. La France ne peut pas être dirigée par 4 personnes. C'est le président, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet du Premier ministre. Ces 4-là font la pluie et le beau temps. Non, ça ne peut pas. Et d'ailleurs, s'ils sont dans le mur aujourd'hui sur la réforme des retraites, c'est aussi pour cela. C'est pas seulement, c'est en effet un problème. Ça engendre des problèmes de communication effrayants, évidemment, mais c'est aussi dans le mode de gouvernement. Or, la promesse d'Emmanuel Macron, la promesse électorale de départ, c'est je vais gouverner, je vais faire de la politique autrement en m'appuyant sur la société civile. Mais la société civile, aussitôt élue, elle a disparu. Les syndicats ont disparu, les corps intermédiaires ont disparu. Il a fallu attendre. Et ils ont disparu dans l'usage. Dans l'acte 1 peut-être, mais pas dans l'acte 2. Dans l'acte 2, il a fallu les gilets jaunes pour qu'ils redécouvrent qu'il y ait des maires et que les maires existent. Donc tout ça s'accumule et tout ça, en effet, crée l'espèce d'impasse politique dans laquelle se trouve le président et face à un arbitrage qui, encore une fois, sera stratégique et décisif. La politique, c'est l'art du collectif. Si on n'arrive pas à faire travailler tous ceux qui sont dans votre camp, si on n'arrive pas à les faire marcher ensemble, effectivement, ça ne marche pas. Si le groupe ne marche pas, si le parti ne marche pas, si entre les différents ministres, ça ne marche pas, si tout remonte indéfiniment à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire marcher un pays avec 2 personnes. C'est pas possible. Il faut que ça pousse de tous les côtés, dans le même sens. Oui, mais bien sûr. Mais d'accord. Façon de parler. Mais attends, juste le président. François Mitterrand disait qu'on peut conquérir la France avec 30 personnes.
en effet, Mitterrand l'a montré, Macron l'a montré lui aussi, mais pour exercer le pouvoir, c'est une toute autre nature. On est quand même un pays complexe, riche d'une grande histoire, avec des syndicats. Avec 30 personnes. C'est-à-dire que quand vous avez un bilan, il faut justement arriver... L'effet de nouveauté de 2017 ne se reproduira pas. Donc pour Emmanuel Macron, il ne faut pas seulement construire une capacité à prendre un pays à présent, il faut construire une capacité à gérer un pays pour ensuite arriver à être reconduit dans ses fonctions. Oui. C'est loin d'être évident à ce stade. Mais quand vous dites gérer un pays, ça veut dire que vous considérez qu'il ne le gère pas aujourd'hui Parce que paradoxalement, Emmanuel Macron a quand même de bons résultats. Alors, ça veut dire que, si vous voulez, pour reprendre ce que je veux dire, ça veut dire que si vous voulez arriver à faire se mouvoir la machine étatique, pour que cette machine étatique serve votre politique, vous ne pouvez pas faire, comme ça se passe aujourd'hui, un lien direct entre le président, les directeurs d'administration, entre le président et les préfets. Il vous faut réellement, autour du président, une capacité à sectorialiser la politique, à incarner la politique et à avoir des politiques bien menées. Ça marche dans certains ministères, ça marche par exemple à l'éducation nationale, mais ça marche dans très peu de ministères. Et là, il y a un vrai problème pour ensuite arriver à mener cette politique. Il y a très peu de politique. Il y a Darmanin qui est un vrai politique. Il y a Bruno Le Maire qui est aussi politique. Tous ceux qui sont un peu politiques, ils sont à droite. Mais Blanquer devient un vrai politique aussi, ainsi de suite. Mais c'est une minorité, et donc ça fait une minorité dans un océan sans expérience, voire amateur. C'est ça qui est Laetitia, un peu terrible. Juste très court, il faut toujours prendre pour un politique en compte le récit médiatique. Or, le récit qu'on nous fait depuis quelques jours, c'est le départ des députés de la République En Marche, comme ça, qui se succèdent. Alors aujourd'hui, c'est Frédéric Tufnel, député de Charente-Maritime, qui part, et chacun ajoute aussi une petite phrase. Alors juste aujourd'hui, Jean-Marie, la volonté, oui, d'accord, mais c'est le récit médiatique dont je parle. Ce ne sont pas les faits politiques. Il y a des faits politiques, il y a le récit médiatique, et le récit que les médias font du fait politique a aussi son importance, et peut-être même est capital pour. C'est ça qui reste, c'est le récit médiatique. Or aujourd'hui, Tufnel nous dit la volonté de réforme prend le pas sur la capacité d'écoute du gouvernement et la concertation avec les Français, et c'est bien ce qui est reproché à Emmanuel Macron. Donc bien sûr que ça fait effet miroir avec l'opinion publique, et c'est ça qui crée... Donc le gouvernement ne maîtrise pas le narratif. Cela dit, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais Roselyne avait aussi tout à fait raison, parce que on est dans un paradoxe qui n'est pas inédit sous la Ve République, parce qu'il y a des précédents où les résultats sont là, ou commencent à être là. Il y a de bons résultats, il n'y a pas seulement la croissance, il y a le recul sensible du chômage, il y a le nombre des apprentis, il y a la création d'entreprises qui est à un niveau record, les créations d'emplois qui sont aussi à un niveau record. Donc il y a quelque chose qui se passe en termes de résultats macroéconomiques. Il y a eu un gouvernement qui a réussi comme ça formidablement sur le plan macroéconomique, c'est le gouvernement Jospin. Il a été battu dans les conditions que l'on sait. D'où la nécessité de le faire savoir. Donc Jospin, il finit mal en 2000. Jospin, il n'est pas au deuxième tour. Mais que vend Jospin, si vous voulez? Ils vont un bilan macroéconomique, en effet. Or, profondément, vous conquérez et vous récupérez un pays après l'avoir conquis à travers un récit politique, en vous adressant à un électorat et en lui disant qu'est-ce que c'est la France et comment est-ce que, sous la Ve République, qui est un système fondamentalement bonapartiste, qu'on le veuille ou non, comment je suis le meilleur chef pour vous mener sur cette voie-là. Et là, très clairement, aujourd'hui, Emmanuel Macron a probablement compris, quand on voit l'évolution de son discours, quel était son électorat et comment l'élargir. Le problème, c'est qu'il souffre autour de lui d'un personnel politique qui n'a pas compris aujourd'hui les caractéristiques de ce message-là, et donc envoie des messages fondamentalement contradictoires qui rompent cette possibilité d'épouser largement une grande partie des Français. Virginie Legage, je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen. Bruno Retailleau dit d'elle... c'est la force tranquille, Marine Le Pen. Est-ce que c'est un peu ça? Effectivement, on l'entend peu. Elle sera d'ailleurs dans Mardi Politique la semaine prochaine, ici sur ce plateau, avec RFI. Elle parle peu. Est-ce qu'elle n'aura qu'à se baisser pour ramasser? Est-ce que c'est une nouvelle Marine Le Pen qui, dans le fond, n'a pas besoin de faire de moulinet? Marine Le Pen a une longue route devant elle pour arriver vraiment très solidement en 2022. Certes, aujourd'hui, si l'on regarde les projections, elle a de fortes chances d'être au deuxième tour. Mais Marine Le Pen, c'est un tigre de papier. Son parti est fragile, son parti n'est pas très alimenté, elle est toujours entourée des mêmes, et son parti a des très graves difficultés financières qui vont se révéler. Je passe par-dessus toutes les affaires qui sont pendantes. L'affaire de la Russie, elle doit... Oui, l'affaire des assistants parlementaires. Les financements des campagnes qui ne sont pas réglés, l'argent qu'elle doit toujours à Jean-Marie Le Pen. Enfin, Marine Le Pen est dans une situation beaucoup plus
fragile qu'il n'y paraît, malgré une apparence solidité politique. Et n'oublions pas que Marine Le Pen, qui s'est presque miraculeusement remise du débat d'entre-deux tours, plus elle se rapprochera de l'échéance de 2022, plus on risque de se souvenir de ce débat et de se demander si elle a tellement gagné que ça en assurance, en crédibilité, en connaissance des dossiers. C'est son grand talon d'Achille. C'est la réponse qu'on attendra. Pour trois plutôt raisons. La première raison, c'est qu'on a des études notamment en Allemagne qui avaient été faites. La mémoire de l'électeur est de 6 mois. C'est triste, c'est cynique ce que je suis en train de dire, mais ce qui s'est passé avant les 6 derniers mois, généralement, imprime assez peu. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des médias qui sont là pour repasser, pour rafraîchir la mémoire. Il y a des vidéos, il y a des vidéos, mais ce que l'on voit, c'est dès le moment où votre image a changé et où la perception de cette image, l'image n'imprime plus. C'est-à-dire que dès lors que vous avez réussi à modifier votre image, le retour d'image qu'on connaît déjà en fait, et dont tout le monde se souvient, mais n'imprime plus dans l'opinion. Première raison. Deuxième raison, si vous voulez, c'est que de tous les partis politiques aujourd'hui, le Rassemblement national fait partie des partis qui se sont professionnalisés et très clairement, et c'est l'avantage qu'il a sur La République En Marche, le Rassemblement national n'est pas seulement un parti loi de 1901, il a un vrai parti au sens sociologique du terme qui arrive aujourd'hui à faire monter des élites. Troisième raison, c'est que Marine Le Pen a très bien compris aujourd'hui quelle était sa base électorale et quelle était la base électorale de son adversaire. Elle a bien compris que sa base électorale potentielle se trouvait dans la droite gaulo-bonapartiste et la première gauche. Elle sait s'adresser à ses électorats, elle y arrive bien, elle les mobilise même à des élections qui normalement ne sont pas favorables au RN. Ouais. Le RN qui fait 22% à une élection européenne, c'est un bon score pour le RN parce que sa base sociologique ne se mobilise pas théoriquement à ces élections. Quand elle dit, il y a quelques semaines chez vos confrères, Emmanuel Macron est un danger pour les libertés publiques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle aux électeurs de centre-gauche. On parlait tout à l'heure de ces électeurs de centre-gauche. Elle leur dit entre moi, elle leur dit entre moi et Emmanuel Macron, vous voyez très bien que le problème c'est Emmanuel Macron. Et ça, on commence à le sentir dans les enquêtes. Dans les enquêtes, on voit qu'aujourd'hui, une partie des électeurs de centre-gauche, entre Macron, Le Pen au second tour, ils n'iront pas voter. Et ça, c'est une grande nouveauté. Parce que c'est l'argument, Benjamin, c'est l'argument aussi de l'extrême gauche, de dire le régime autoritaire, c'est Emmanuel Macron. C'est une façon de poser les... On n'est pas dans un régime autoritaire. Hein, non, j'entends bien, mais c'est ce que dit la France Insoumise. Mais ce message-là imprime très clairement, et aujourd'hui, il peut être une ressource électorale pour Marine Le Pen, pas parce qu'elle ira chercher ces électeurs-là, mais parce qu'elle démobilisera les électeurs du camp d'en face. Non, mais parce que pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Et celui qui gagne le mieux une élection aujourd'hui, c'est pas celui qui a la plus large base électorale, c'est celui qui arrive le mieux à la mobiliser. Et ça, elle sait faire. Jean-Marie, le plus souvent, l'extrême gauche, c'est la politique du pire. Donc, ce que vous décrivez de l'extrême gauche n'est guère surprenant. Ils voleront au secours d'une certaine façon. Mélenchon a commencé de le faire. Mais ce que vous citiez de Bruno Retailleau tout à l'heure me laisse penser que Marine Le Pen n'a zéro campagne à faire. Il suffit qu'elle laisse parler des Retailleau pour continuer à grandir et à se crédibiliser. Donc lui, il le fait exprès de dire ça. Se crédibiliser dans l'opinion, c'est quand même une étrange façon de faire de la politique quand on est à droite et qu'on est censé vouloir maintenir une barrière avec l'extrême droite que de parler de cette façon, parce que c'est vraiment lui servir. Pardon de l'expression. Lui servir la soupe. C'est vraiment lui servir la soupe. Donc, et par ailleurs, je trouve... Un mot sur l'affaire russe, quand même. Tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, les digues deviennent extrêmement fragiles et qu'il sera très difficile de refaire ou de réhabiliter l'idée du barrage ou du front républicain. Oui, l'affaire russe, petite parenthèse, l'affaire russe, le fait qu'on découvre, enfin on le savait, qu'elle avait dû emprunter de l'argent à une banque russe, laquelle banque russe est devenue la propriété de personnalités qui sont notoirement proches des services secrets russes, ça aurait dû être en France un objet d'immense scandale. Vous en avez entendu parler? Ça fait des brèves. Pas du tout. C'est aussi un signe de plus du fait qu'il y a une sorte de complaisance ou de connivence, comme on voudra, y compris médiatique. Mais on savait qu'elle avait emprunté de l'argent, Jean-Marie, on le savait. Mais il y a aussi, pour parler comme, pardon Laetitia, sur le même registre du récit, on est en ce moment dans un récit simple qui consiste à dire, médiatiquement parlant, si je prends les médias globalement, on est dans un récit simple qui consiste à dire, elle peut gagner. Le prochain récit, celui de dans 15 jours ou dans 3 semaines ou dans un mois, c'est elle va gagner. Et vous allez être dans une masse médiatique de cette nature qui va contribuer à la crédibiliser, à la relégitimer. Bruno et les médias ils n'ont pas une part de responsabilité là-dessus. Bien sûr, la responsabilité collective des médias.
pris ensemble, parce qu'après chacun joue sa part. Certains seraient peut-être ravis de faire comme le New York Times ou le Washington Post ou comme CNN. Vous parlez de complaisance. Moi, je crois qu'en fait, on est encore dans ce processus de dédiabolisation du Front National, le Rassemblement National, qui fonctionne vraiment bien. Les médias ont toujours peur de diaboliser le Rassemblement National et d'être taxé de celui qui décide ou pas, que ce soit un parti comme un autre. Et non, je vous assure que sur les plateaux, c'est encore le cas. Et quand j'écoute monsieur, par exemple, c'est vrai, votre discours, ça soutient la thèse qu'effectivement, le centre-gauche pourrait être séduit par... Non, pas pour être séduit, mais aujourd'hui, on voit qu'il se démobilise. Le centre-gauche n'ira pas voter RN, il n'ira pas voter du tout. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté qu'on voit dans les enquêtes. C'est un discours encore... Enfin, voilà, c'est une hypothèse. Oui, mais je ne vais pas le taire parce que ça ne vous plaît pas, chère madame. Non, mais quand on écoute les cadres du Rassemblement National, par exemple pour les municipales, ils disent eux-mêmes, c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui disent que dans les grandes métropoles, il existe encore une digue idéologique, selon eux, et que dans les toutes petites villes, le scrutin n'est pas assez politisé justement pour gagner. Donc en fait, ils ont deux handicaps comme ça paradoxaux. Déjà, vous êtes sur des enquêtes d'opinion 45-55. En soi, c'est un choc considérable qui aurait dû provoquer une certaine émotion. Zéro émotion. Les prochains sondages seront 47 ou 47-53 et ainsi de suite. Et donc, on passera à la phase que j'ai décrite tout à l'heure. Elle va gagner. Virginie, Stanislas Guerini, donc le chef du parti de la République En Marche, a promis pour les municipales un retrait des candidats de son parti en cas de triangulaire et quadrangulaire. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais enfin bon. Est-ce que c'est une manière de dire on montre l'exemple et on attend de la réciprocité le moment venu, c'est-à-dire en 2022 ? Moi, je pense surtout que c'est un débat factice qui ne se pose pas aux municipales. Les grandes forces de ces élections municipales, ce ne sont ni En Marche, ni le Rassemblement National, c'est la droite et le Parti Socialiste. C'est eux qui ont le plus gros stock de villes. Mais c'est entre eux que ça va se jouer l'élection. Bien sûr, et c'est eux qui ont le plus grand nombre de villes et c'est eux qui vont en gagner le plus grand nombre. Ça ne se joue pas du tout comme à la présidentielle entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Oui, mais de raviver le Front républicain, est-ce que c'est une manière de dire en 2022 C'est une manière de préparer 2022, mais c'est une manière d'enjamber les municipales qui vont on sait que pour eux, pour mais enfin, c'est une manière assez dangereuse. Et j'en terminerai pour dire que la plus grande chance du Rassemblement National, c'est justement cette stratégie pour laquelle a opté Emmanuel Macron depuis son élection, qui est de mettre en selle inlassablement devant lui le Rassemblement National comme la seule alternative, parce qu'Emmanuel Macron part du principe que face au Rassemblement National, il va gagner, mais la colère qui gagne un très grand nombre de Français pourrait déjouer ce pronostic et pourrait s'avérer très dangereuse. Moi, j'ai l'impression qu'il joue avec le feu. Quel est le plus grand risque pour Emmanuel Macron le soir du second tour des municipales? C'est qu'on dise il y a deux vainqueurs. D'un côté la droite, de l'autre ELV. À ce moment-là, l'électorat de centre-droit et de centre-gauche commence à croire à une victoire sous ses propres couleurs, et l'électorat de la République En Marche qui n'a pas été fidélisé risque de s'évaporer. Donc pour Emmanuel Macron, il a tout intérêt en effet à pointer un adversaire qui est le Rassemblement National. Donc si vous voulez, il y a un jeu, de même que le Rassemblement National, qui a d'autres enjeux. C'est à la fois un jeu dangereux, mais c'est un jeu stratégique. C'est un jeu stratégique parce que vous avez deux grandes forces qui tendent à polariser le débat politique, LREM et le Rassemblement National. Ce ne sont pas des forces très implantées localement et c'est des forces pour lesquelles les élections locales vont être très difficiles. Donc à partir de là, on a 3 élections locales à venir. Pour ces deux forces, il faut les enjamber pour viser 2022. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reiss-Soult. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, les internautes... attendez, j'ai pas mes lunettes. Sur la condamnation des violences, c'est ça? C'est ça. C'est un sujet qui a un peu mobilisé le fameux patinage. Les violences sexuelles et le sport de glace, c'est un sujet qui a mobilisé. Pas tant que ça, on va voir par rapport à d'autres sujets, mais 58 000 messages, on peut quand même dire que sur quelques jours, ça a mobilisé. J'ai regardé quels étaient les hashtags les plus utilisés. Et non pas les émojis cette fois-ci, parce qu'il y avait beaucoup d'émojis vomis, donc ça ne nous donnait pas grand-chose d'autre que cet écœurant. Les hashtags étaient un peu plus révélateurs, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, et que globalement, il y a un mot qui ressort beaucoup, qui est la pédocriminalité. Et en fait, il y a beaucoup de débats maintenant autour de ça, que les internautes se réjouissent, non pas évidemment de ce qui s'est passé, mais du fait que la parole se libère. Je ne vous cache pas que je n'ai pas trouvé de message positif sur M. Gayagay. J'ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé. Mais globalement,
globalement, très étonnant, parce qu'en plus, la conférence de presse, c'était une preuve d'empathie et de sympathie, c'était vraiment agréable. Mais globalement, c'est surtout cette libération cette libération de parole autour de la réalité des jeunes du sport, et ça dépasse largement le patinage artistique. Et pourtant, là, j'avais fait qu'une requête autour des sports de glace, mais on voit que ça libère la parole et que du coup, il y a des tas de questions qui se posent, et en particulier ce sujet autour de la pédocriminalité, qui est de dire qu'il y a une présomption d'innocence, ce qui est normal, mais en même temps, cette présomption d'innocence, elle est aussi compliquée pour les jeunes qui sont attaqués et qui subissent des agressions. Donc voilà, donc il y a un long débat qui est en train de se lancer, pour une fois plutôt calme, tendu parce que le sujet est tendu, mais plutôt calme. Alors, il y a l'affaire Mila qui continue de faire parler, voilà. De faire parler. Alors là, on n'est pas du tout dans le plutôt calme. Voilà, on n'est pas du tout dans le plutôt calme. Je vous ai fait une courbe depuis le 20 décembre, où il y a eu toute cette affaire, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. On a donc 687 000 messages, donc on peut dire que c'est un vrai sujet. Il y a un premier pic, vous voyez, tout en haut. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais ce sont les insultes et les attaques directes sur Mila et ses propos. C'est 157 000 messages dans la même journée, donc un vrai tombereau. Rappelez-vous, la semaine dernière, on en avait parlé. Je vous disais, voilà, elle a pris un tsunami sur la tête en soi, qu'elle n'avait évidemment pas imaginé. Après, vous avez une petite pique. Le deuxième, c'est la liberté d'expression et la polémique autour de Mme Belloubet. Les deux font une petite pointe à 69 000 messages. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de proportion entre les deux. On a bien quelque chose d'extrêmement violent au début, et derrière, ça remonte un peu. Et puis, une petite pique qui repart sur le symbole du droit au blasphème et le passage télévisé qui fait 77 000 messages. Une fois que je vous ai dit tout ça, vous me dites, bon, donc en gros, on en parle. Oui, mais ce qui est intéressant de regarder en soi, c'est de se poser la question de cette jeune femme, quand elle va sur Instagram, elle a envie d'être connue. Elle a envie d'être connue, c'est le propre de plein de gens qui vont sur Instagram, de plein de jeunes qui s'expriment. Elle n'imagine pas, évidemment, en s'exprimant ainsi, qu'elle va prendre cette violence. Mais derrière, elle devient un symbole qui la dépasse largement. Mais en fait, il y a quelque chose qui est un peu triste, je trouve, dans toute cette histoire, qui est qu'elle a réussi, elle est connue. Elle est connue, elle n'est pas forcément bien connue. Elle va passer du cyberharcèlement au harcèlement. La dernière pique, c'est quand elle va à la télévision. Donc maintenant, on connaît bien son visage. C'est bon, tout le monde connaît bien son visage. Donc on va effectivement passer du cyberharcèlement au harcèlement. Elle est protégée maintenant. On a quelque chose qui est compliqué. De ne pas y aller. Je pense qu'elle a 16 ans, donc on peut se poser la question des parents, de l'éducation, de beaucoup de choses. Elle a un avocat qui, je crois, lui a choisi d'adopter une stratégie très frontale et très visuelle pour que justement elle soit protégée ainsi. Oui, mais la réalité, c'est que ça ne va pas être que cette période-là. Le temps va s'installer. C'est aussi le message qu'on envoie aux autres, de comprendre quand on dit des choses. Voilà, bien évidemment, les menaces de mort doivent être extrêmement encadrées. Bien évidemment, il y a une loi qui pénalise ça, mais 160 000 messages qui ne sont que des messages d'agressivité, aujourd'hui, qui sont tapis, qui vont revenir. Les choses sont beaucoup plus compliquées, et je trouve que ce débat qui est clivé juste en disant c'est un problème de droit à l'expression, c'est aussi un problème de cybercriminalité, c'est aussi un sujet d'expression en ligne. Il nous reste peu de temps, si peut-être un peu, si on a un peu de rame. Bon. Sur ce sujet qu'on a évoqué pendant les 3/4 de l'émission, sur ce fameux texte qui n'a pas été voté par La République En Marche sur l'allongement du deuil des parents. Qu'est-ce qu'en ont pensé les internautes ? Eh bien, c'était plutôt d'accord avec vous, figurez-vous, les internautes. C'est que c'est un sujet important, mais ça n'est pas le seul. Donc, j'ai regardé sur l'ensemble des petits incidents de communication qu'il y a pu avoir, même si chacun en soi a une gravité. Évidemment, ça n'a pas choqué tant que ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça a choqué, mais j'ai regardé par rapport aux autres, on en a évidemment moins parlé. Ça a choqué, mais ce n'est pas un marqueur. Voilà, c'est pas un marqueur. C'est ce que vous disiez, Jean-Marie. Et donc, c'est pas un marqueur parce que Belloubet et Mila, à la limite, on en a plus parlé. On a une réalité qui est... Mais quand je regarde le nuage de mots qu'il y a derrière, en fait, quand vous dites c'est pas un marqueur, c'est un marqueur pour une chose. Je pense que le nuage parle de lui-même. Voilà ce qu'il en ressort. En fait, ils ont retenu ça. Les internautes, ils disent, mais c'est choquant. Mais ce qui est choquant, c'est le fait qu'ils aient voté sans réflexion. Et finalement, c'est un procès en incompétence. C'est un procès, voilà. Ressort le mot Godillot qui n'avait pas été tant utilisé que ça. Le mot faute, erreur, voilà. Et l'erreur collective, finalement, ce que j'ai lu plusieurs fois, c'était qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne feront pas d'autres erreurs, quoi. Donc, voilà. C'est pas un marqueur, mais c'est embêtant. Voilà, qui est clair. Merci de nous éclairer, Véronique.
parce qu'il y a les observateurs qui ont né dans la politique tous les jours, comme nous, et puis les internautes qui disent les gens qui sont donc d'accord avec Jean-Marie. Bon, Jean-Marie. Il n'y avait pas d'émoji cette semaine. Jean-Marie, c'est votre jour de gloire. C'est ça. Vous êtes en accord avec les gens. Bien. Les gens, c'est une expression qui avait été inventée par Georges Marchais, qui avait cessé de parler du peuple pour parler des gens. Qu'a repris Maintenant, on reparle du peuple. Enfin, merci à Charlotte Orion-Tomaka d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine. Merci. Aider chacun à voir et à écouter tout ce qui est à voir et à écouter. Écoutez voir, optique et audition mutualiste. Voir et écouter le temps qu'il fait avec Écoutez voir, optique et audition mutualiste.